Ce jeudi 29 août à Abidjan, Soro Ouma, président de la Fédération africaine des artisans miniers, était face à la presse pour présenter la dite organisation et faire part des difficultés rencontrées depuis sa création en janvier 2024 et envisager des solutions. Pour côtoyer un peu le secteur de l'artisanat minier, pour mieux comprendre comment le secteur se déroule. Moi, c'est M. Sora François, secrétaire général de la Fédération africaine des artisans miniers. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre fédération, les réalités que nous vivons et les solutions que nous proposons. Nous voulons travailler avec vous, les journalistes, pour vous imprégner du secteur, pour mieux parler de nos activités dans les journaux, pour que le commun du mortel comprenne un peu comment le secteur fonctionne, pour ne pas que chacun dise ce qu'il pense, qui n'est pas vrai naturellement. Ceci étant, je vais laisser la parole à M. le président de la Fédération, M. Sorouma, président de la Fédération africaine des artisans miniers, nous interpellons sur les sujets dont on va nous en parler. Merci beaucoup. Merci, cher confrère. Je dis confrère parce que moi, je suis dans la communication. J'ai eu la grâce d'avoir pu faire l'ingénierie. J'ai eu la grâce d'avoir pu côtoyer la communication à partir de la formation académique. Donc, je vous remercie et encore une fois, merci pour votre patience. Le sujet que nous avons prévu ce matin, c'est celui de l'artisanat minier, qui fait beaucoup de bruit, tant dans la presse que dans les communautés. Donc, il a fallu qu'on commence à penser, à l'organiser, à le structurer, à le professionnaliser. Et cette démarche a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2017, après le code minier, quand nous avons pu avoir des autorisations. On a jugé bon de pouvoir nous rassembler en tant qu'autorités pour donner de la voix à partir d'un groupement qu'on a appelé le GPMASI, qui était le groupement des exploitants miniers et acheteurs d'or de Côte d'Ivoire, dont nous avons eu l'honneur d'être membre fondateur et secrétaire général. À cet effet, il fallait déjà commencer à arranger, sinon à embellir l'image de cette activité, qui est une activité économique et qui est toute nouvelle, mais qui malheureusement n'a pas commencé de la bonne manière, puisqu'elle a commencé pendant la crise. Et ça veut dire qu'il y a eu des difficultés à la rattraper, à la normaliser avec des textes. Mais il fallait qu'on se batte pour pouvoir présenter une activité professionnelle rentable et côtoyable par tous. En dépit de tout ce qui avait été déjà présenté comme négativité, nous avons pu mener ce combat jusqu'à ce que nous nous rendions compte, parce qu'aux côtés de l'État, nous pensions tous que la répression était la seule façon de pouvoir régler la situation. Mais malgré les efforts de répression que nous avons menés avec l'État, parce qu'il n'y a pas une intense répression avec laquelle nous n'avons pas collaboré et que nous n'avons pas accompagné efficacement. Je pense que humblement il faut rendre témoignage. Nous nous sommes rendus compte que la persistance était toujours là, au point où les gens étaient prêts à livrer leur poitrine à la force publique pour mourir et continuer à faire gamin. Donc là, ça nous a interpellés. Il a fallu qu'on commence à réfléchir sur les causes profondes de cette persistance et les moyens de pouvoir rattraper toutes ces situations, parce que finalement on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un problème social, à un problème économique et à un problème surtout de subsistance. Voilà. Parce que les gens en dépendaient pour vivre au quotidien dans certaines localités. Donc par rapport à ça, on a essayé d'avancer pour comprendre les causes profondes. On s'est rendu compte que la majorité de ceux qui étaient incriminés étaient hors de nos frontières. Et c'est grâce à cela que les Ivoiriens ont commencé à apprendre eux-mêmes le métier. Parce qu'au départ, on avait des réticences, mais à force de les approcher et de comprendre que le quotidien était nettement amélioré par rapport à certaines activités qu'on avait avant,
les Ivoiriens ont commencé à s'intéresser et à vouloir s'approprier l'activité. Malheureusement, on a été confronté à plusieurs situations. Donc, la première situation était que certaines localités étaient déjà occupées par des grands permis et on ne sait pas comment, puisque l'État a déjà octroyé des parcelles. L'État ne peut plus octroyer les mêmes parcelles aux populations riveraines qui voulaient exercer l'activité. La deuxième difficulté était la procédure. Elle était méconnue. Mais avant de rentrer dans la procédure, il fallait trouver la forme d'entreprise qu'il fallait pour rapprocher les secteurs. Nous avons opté pour la création des coopératives. Et à cet effet, nous avons fait exister plusieurs coopératives, je peux dire plus d'une centaine, mais qui malheureusement ont été confrontées à l'instruction de dossiers compliqués. Compliqués pourquoi? Parce que le secteur a commencé avec un complexe. Le complexe de l'illégalité, le complexe de la clandestinité, le complexe de tous les mots qu'on a pu lui associer jusqu'à ce jour. Donc avec ce complexe, les ministres, en son temps, ils sont déjà passés, ont pensé qu'il était mieux d'associer tout le monde à l'instruction des dossiers. Donc ce qui rendait la procédure lourde et coûteuse, parce que les différents ministères associés n'avaient pas déjà prévu dans leur fonctionnement que cette activité allait être quelque chose dans lequel ils allaient intervenir. Donc il n'y a pas de prix homologué par rapport à l'instruction du dossier. Après les droits qui sont connus du ministère des Mines, tous les autres droits sont laissés libres à tous les ministères qui sont invités. Donc vous pouvez arriver quelque part, on vous dit non, pour aller faire la visite de l'OIPR, il faut 200 000, il y a un autre qui va vous dire c'est 1 500 000, il y a un autre qui va dire c'est 2 millions. Donc, et l'opérateur s'est trouvé coincé et les coopératives n'ont pas pu réellement fonctionner à cause de ces handicaps, puisque l'opération, lui, elle en elle-même, n'est pas reconnue encore par l'État, pas seulement notre État, mais par les États de la BCAO, donc lui et moi, pour être bancable. Donc si la bancarisation n'a pas été là, ça veut dire que le financement n'existe pas. Donc c'est sur fonds propres que tout ce que vous voyez exercer, exerce. Donc ça a rendu difficile encore l'avancer. Et nous nous sommes dit, si le blocage se trouve au niveau des textes qui vont au-delà de la Côte d'Ivoire, il fallait nécessairement qu'on associe les autres pays, parce que nous avons le même problème. C'est ce qui a donné naissance à la fédération à laquelle nous sommes actuellement, qu'on appelle la Fédération africaine des artisans miniers, qui a deux rôles. Le premier rôle est la structuration interne du secteur des mines artisanales. La structuration interne, ça veut dire quoi? Il faut arriver à créer une interprofession qui imbrique tous les acteurs et qui permette que les acteurs se parlent, parce qu'il y a des obstacles qui sont liés à différents groupes d'acteurs, mais il n'y a pas une plateforme dans laquelle on doit venir se retrouver pour dire voici mon problème, comment on le résout. Puisque l'administration en elle-même ne maîtrise pas trop tous les acteurs et ne maîtrise même pas le fonctionnement de la chaîne. Donc la construction de la chaîne qu'on présente à l'administration lui donne plus d'ouverture, plus de compréhension pour pouvoir structurer le secteur. Donc ça c'est le premier objectif, qui est un objectif national. Le deuxième objectif, qui est l'objectif panafricain, est que nous sommes régis par des lois communautaires. Et toutes les lois communautaires du secteur minier transcendent sur les lois nationales. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu changer dans la loi communautaire, si cette disposition est prise dans la loi communautaire, même si l'État membre veut changer, il est incapable. Donc nous sommes impuissants, les États sont impuissants face aux textes qui transcendent leur propre législation. Et pour cela, il faut que les acteurs entre eux, des différents pays, s'associent, parlent et sortent quelque chose qu'on peut proposer déjà même à partir des lois communautaires pour que ce qui est dans les lois nationales puisse avoir un effet. Je prends deux exemples. Le premier exemple de loi communautaire, on nous dit que désormais, par la loi communautaire, que l'artisanat minier est rattaché au secteur de l'artisanat global. C'est-à-dire qu'on se retrouve au ministère de l'artisanat, dans tous les pays membres. Ce qui est très compliqué, dans la mesure où les pays membres qui ont validé, les pays membres ne peuvent plus réagir parce que c'est déjà une loi communautaire. Maintenant, quel est le problème dans cette loi? Pas que nous la critiquons, nous
voulons que vous compreniez un peu les difficultés qu'on a par rapport à ce type de gaz. Ce n'est pas la seule. Il se trouve que c'est le ministère des Mines qui donne autorisation d'existence, autorisation d'agrément, et qui a la technicité pour pouvoir suivre toutes les activités. Et par la suite, on vous dit que c'est le ministère de l'Artisanat qui vous gère. Quels sont les outils que le ministère de l'Artisanat a pour pouvoir gérer ce système? Le simple fait qu'on ait mis mine artisanale, ça suffit au test de 2 mois pour dire, bon, comme c'est artisanal qui est dedans, on donne ça au ministère de l'Artisanat. Mais techniquement, le cadastre minier, comment est-ce que le ministère de l'Artisanat peut intervenir sur le cadastre minier? Sont-ils outillés? Ont-ils des instruments pour aller voir comment l'activité se fait? C'est le ministère des Mines qui est habilité à faire ça. Donc voici un des petits soucis, parmi tant d'autres qui apparaissent. Le deuxième souci qu'on veut relever ici, c'est celui du blanchiment d'argent, la LBC. Très récemment, on nous a convoqués pour venir nous dire comment il fallait l'appliquer. Alors que, pour faire une traçabilité, parce qu'on est beaucoup critiqué sur ce point, on dit que le secteur de l'immobilier, le secteur des petites mines, qu'on appelle l'artisanat minier, sont les secteurs les plus sensibles. Nous ne connaissons pas pourquoi le secteur de l'immobilier est cité, mais pour ce qui nous concerne, artisans miniers, nous savons que pour gérer des flux financiers, les contrôler, il faut déjà à l'origine être capable de générer la ressource de base qui permet à l'opérateur de commencer. Alors, si l'opérateur n'est pas capable d'approcher une banque, parce que la banque centrale de l'UEMOA, qui est la BCAO, ne peut pas reconnaître l'or comme valeur monétaire, comme valeur refuge, alors que c'est la valeur refuge, comment est-ce qu'une structure peut arriver à contrôler ce flux financier qui est sorti de néant pour dire que vous avez fait du blanchissement ou pas? Parce que c'est la traçabilité des flux financiers qui permet d'identifier l'origine et le retour des investissements. Donc ça, c'est la deuxième problématique à laquelle nous sommes confrontés. Il va y revoir le texte parce que tous les pays n'ont pas la même façon de gérer cette situation parce que nous ne sommes pas structurés, nous n'avons pas droit, nous n'avons pas un financement auprès d'une banque. Et même si une banque vous finançait, ce serait du faux, elle serait pénalisée parce qu'elle n'a pas les outils pour le faire. Ça, c'est un premier cas qui nous interpelle à l'international. Un autre point, c'est que les types d'exploitation ont été déjà définis par le code communautaire. C'est-à-dire qu'on dit désormais on va faire une exploitation artisanale, une exploitation semi-industrielle ou semi-mécanisée et une exploitation de petites mines. Quand nous prenons nos pays de manière intrinsèque, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a même du mal à appliquer les protocoles d'accord que nous avons ici, simplement parce que les communautés n'ont pas la même approche de l'exploitation minière. Il y a des problèmes socio-culturels qui font que certains ne peuvent même pas avoir la même idée à ça. Donc, il y a plusieurs difficultés comme ça qui nous ont poussé à penser qu'il fallait s'associer avec les autres confrères pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir faire des propositions concrètes afin que ces tests qui sont limitatifs par rapport au développement du secteur et à son image soient changés par nos propositions. Donc voici un peu les deux phénomènes que nous avons. Le premier phénomène, c'est d'arriver à créer une chaîne de valeur au sein de nos États. Le deuxième est d'arriver à parler du même langage pour regarder de près ces tests communautaires. Le troisième point est que si de l'extérieur, on veut nous associer pour nous uniformiser, nous pensons qu'il y a des intérêts que l'extérieur a à le faire. Parce que figurez-vous que le pôle communautaire a été financé par une institution non africaine. Nous ne le savons pas. Et lors du travail sur le pôle communautaire, on a une carte qu'on a reçue, qui était la carte de la minéralisation depuis le Sénégal jusqu'au Ghana. C'est-à-dire que toute la zone là est vue comme une zone qui doit être gérée par un seul pôle minier, qui transcende sur les pôles miniers nationaux. Cela nous interpelle à nous mettre ensemble. Nous-mêmes qui sommes sur cette bande-là, minéralisée, la Côte d'Ivoire en a 35% de cette bande, les autres pays se le partagent.
nous-mêmes qui sommes sur cette bande, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a un enjeu qui dépasse ce que nous dit la régulation, le suivi, le blanchissement, etc. Mais il faut qu'on voit l'enjeu économique qui est énorme que les autres ont perçu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en nous s'associant, nous devons arriver à trouver les moyens de faire en sorte que la première richesse de l'artisanat et de toute cette banque soit une richesse qui soit reversée, qui permet de changer le quotidien de nos peuples. Ça, c'est un des objectifs très forts pour nous. C'est pourquoi on s'est mis ensemble. Donc, pour ne citer que ces trois-là. Maintenant, dans le domaine de la coopération, donc je crois qu'on en a parlé déjà. Maintenant, on parle un peu des difficultés qu'on a rencontrées. Comme je le dis, le complexe que nous avons dans le secteur doit être un complexe qu'on relève. Il faut qu'on arrive à décomplexer l'artisanat minier. Aujourd'hui, il est présenté, il est fustigé par tous, pourtant il demeure. Donc nous le comparons à une charogne, c'est-à-dire que c'est comme un gros éléphant qu'on a trouvé mort. Ceux qui l'ont trouvé, ça c'est, ils mangent, ils se plaignent de l'odeur. Ceux qu'on a pas les chasser, ça c'est, ils mangent, et tout le monde se plaint de l'odeur. Pourquoi ne pas en faire une table officielle sur laquelle on s'assoit et tout le monde mange à l'aise? Donc c'est vraiment une caricature, je sais que vous comprenez le sens. Je ne vais pas aller dans certains détails, je crois que vous nous comprenez. Donc, ça c'est très important comme difficulté que nous avons, c'est-à-dire qu'on est mal vu, on est critiqué. On est très mal vu, on est critiqué. Ça fait que même l'artisan minier est complexé pendant qu'il a des ressources. Donc il faut décomplexer le secteur à partir de nous et il faut le décomplexer à partir des États, à partir de la communication. Donc c'est vraiment important pour nous de faire comprendre que c'est un secteur d'activité, il y a de l'avenir. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un secteur actuel qui puisse rapporter autant de ressources directes aux populations que le fait de l'artisanat minier dans les zones où il est pratiqué. Mais en même temps, nous sommes souciés pour la Côte d'Ivoire, comme c'est pourquoi j'ai parlé des tests communautaires. En Côte d'Ivoire, nous avons la première économie, nous sommes la première économie agricole du monde en termes de café cacao. Est-ce qu'il faut détruire le café cacao pour faire des mines? Nous disons non. Mais la compatibilité doit se faire à partir de la formation des artisans miniers, de bonnes pratiques. C'est pourquoi, dans la fédération, nous avons des professionnels de tout genre. Nous avons les transformateurs, qui sont les bijoutiers. Nous avons ceux, les ONG, qui veillent sur l'environnement que nous intégrons. Mais là, il faut que vous soyez vraiment professionnels parce que nous sommes très sur ce point. Ben, si vous ne pouvez pas apporter des solutions de compatibilité entre les deux secteurs, ce n'est pas facile qu'on puisse collaborer. Et nous avons des organisations de la moralisation de la vie publique, parce que la charogne, c'est ce que ça représente. C'est le problème voilà, c'est un problème crucial, mais qui n'est pas intrinsèque à la Côte d'Ivoire. Tous les pays où il y a ces phénomènes, de la même manière qu'ils fonctionnent. Donc voici un peu les quelques difficultés que nous pouvons présenter. Par la suite, vous allez nous orienter par rapport aux questions. Un des problèmes cruciaux, c'est l'approvisionnement du marché local. Le marché local, chez nous, c'est quoi? C'est l'ensemble des professionnels qui vivent de la matière première or comme matière de travail. Il y a les bijoutiers, par exemple, qui existent, qui ont besoin de cette matière de travail. Comment les approvisionner de manière à ce que ce ne soit pas perçu comme un marché noir? Donc nous sommes en train de travailler avec le ministère de Mines qui avait déjà prévu des choses en ce sens. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore mis en pratique. Donc nous essayons de les accompagner dans la compréhension pour que celui qui perçoit un bijou soit certain que le bijou là n'est pas un bijou de l'or frauduleux. Et ça donnera de la valeur à ces bijoux. Nous pensons à la transformation parce que la transformation est essentielle. L'or ne se mâche pas, il s'utilise pour deux formes, pour trois formes. Soit pour faire des objets électroniques, comme on peut le voir avec les téléphones portables, les ordinateurs, ça c'est l'industrie qui peut l'utiliser. Soit pour faire
des bijoux, comme ce qui se passe à Dubaï, soit pour valoriser la ressource financière. Parce que ça permet d'éviter la fluctuation des ressources en faisant du stacking, ce qu'on appelle la valeur refuge. Donc, ces trois formes, nous devons choisir de faire de la transformation à partir de l'artisanat minier. Parce que c'est lors de l'artisanat minier seulement que les États peuvent voir et manipuler, que les populations peuvent manipuler. Lors des grandes structures, ça va là où le financement est quitté. Et ce sont des taxes qu'on peut percevoir. Donc, nous avons un grand potentiel à développer la transformation industrielle, la transformation en bijoux de notre or, parce que, je vous le dis et je crois que vous le savez, l'Afrique est classée premier continent en termes de potentiel minier. Donc, il faut qu'on commence à réfléchir à comment on en tire le meilleur profit. C'est vraiment important pour nous. Donc, cet axe est un axe important qui nous oblige à une collaboration avec les pays frères.